Internet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de disparition. Encore une fois, je sais que je fais pas mal de disparitions ces temps-ci, mais récemment, ça fait comme un an, j'ai décidé vraiment de faire des vidéos qui me tentent, des histoires qui m'intriguent, qui me touchent, qui me frustrent. Puis là, ça donne que ces temps-ci, c'est beaucoup de disparitions. Mais c'est plus mon thing, là, les disparitions, vous le savez. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis c'est une histoire assez folle, assez frustrante, comme je vous ai dit. Puis j'ai envie de la partager avec vous, tout simplement. Restez là. Mais avant de continuer, j'aimerais tout d'abord remercier le sponsor d'aujourd'hui, Emma. C'est la rentrée des classes très bientôt, ou comme on appelle dans le jargon YouTube, c'est le season back to school. Donc, que vous soyez prof, étudiant, élève, maman, mère d'animaux, travailleuse autonome, mère au foyer, au chômage, en arrêt maladie, peu importe ce que tu fais, tout le monde a besoin d'un bon matelas pour bien se reposer. Eh bien, j'ai la solution pour vous car Emma est un expert en termes de sommeil et va vraiment pouvoir vous aider. Et en plus de ça, Emma a plusieurs produits. Ils ont par exemple le matelas original qui est le plus vendu en France depuis 2019. Ils ont aussi le matelas hybride, l'oreiller original, l'oreiller nuage qui est selon moi mon préféré parce qu'il est super moelleux. Et ils ont aussi la couette 4 saisons qui garde la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Et si vous n'êtes pas encore prêt à changer de matelas, ce que je peux comprendre, il y a plein d'autres accessoires qui peuvent vraiment venir agrémenter votre sommeil, qui sont tout aussi essentiels et importants. En plus de ça, Emma offre 10 ans de garantie, c'est vraiment pas rien, c'est à ne pas négliger. Ils offrent aussi la livraison et le retour gratuit et sans nuit d'essai, sans risque. Mais je pense pas que vous allez avoir besoin de retourner votre matelas. Vous allez voir, vous allez être tellement satisfait, j'en doute pas. Donc, si vous voulez obtenir un bon 50% de rabais, ce qui est quand même quelque chose si vous êtes dans le processus de changer de matelas, ça fait longtemps que vous avez votre vieux matelas, votre vieil oreiller, votre vieille couette, profitez de l'offre qui est limitée. C'est vraiment le moment ou jamais. Le lien est dans la barre de description. Faites l'expérience d'une technologie du sommeil haut de gamme et réveillez-vous chaque matin en forme pour aller relever des défis et réaliser vos rêves les plus fous. Maintenant, sans plus attendre, passons à la vidéo. This is not a test. A little boy sleeping in his mother's bed, suddenly gone. 8-year-old Zachary Bernhardt vanished from Clearwater, Florida. Zachary Bernhardt disappeared when he was just 8 years old. Donc l'histoire prend place en 2000 dans la ville de Clearwater, en Floride. Et vous allez voir que dès le départ, l'histoire est très triste. Mais premièrement, je veux vraiment vous parler du petit Zachary Bernhardt de 8 ans, qui est né en 1991 et qu'on décrit comme un petit gars curieux, très intelligent. Il avait des excellentes notes à l'école. C'est un petit gars qui est gentil, qui est doux, qui est sweet. Et aussi, on dit qu'il est super poli et obéissant. Puis ça, c'est un trait de caractère quand même important à mentionner pour voir la suite des événements. Zachary vit seul avec sa mère, Léa Hackett, de 29 ans. Et malheureusement, le père, il est pas vraiment dans le décor, là, fait qu'on n'en parle pas pour le moment. Mais c'est pas vraiment grave, on peut pas dire que le père de Zachary lui a manqué parce que Zachary et Léa, sa maman, sont super proches, ils forment une belle équipe. Puis c'est comme si le père manquait pas au duo de Zachary et sa mère. Et il faut le mentionner, pour Léa, son fils, c'est toute sa vie. Et en plus de ça, Zachary, il a vraiment un beau réseau familial. Il y a sa grand-mère Carole qui est souvent présente à la maison. Il y a plusieurs oncles et tantes. Il y a des cousins-cousines avec qui il joue souvent. Il est bien entouré, là, faut le dire. Mais malgré ça, malheureusement, comme c'est la situation de
beaucoup de personnes, beaucoup de mères monoparentales, et encore plus aux États-Unis parce qu'il n'y a pas vraiment de filet social, là, on le sait, fait que ça rend cette histoire-là super triste. Mais c'était pas toujours facile d'être mère monoparentale avec un père, un mari, un ancien conjoint qui aide pas du tout pour élever l'enfant. Léa avait souvent de la difficulté à joindre les deux bouts. En 14 années, là, on dit que Zachary et sa mère ils ont dû déménager à plus de 11 reprises. Là, je dis 14 années, mais c'était avant qu'elle ait Zachary, mais 11 fois, ils ont dû déménager parce que Léa était pas capable de payer son loyer, donc ils se faisaient évincer de l'appartement. Donc tout ça rendait leur vie un peu instable, là. C'est arrivé là, à quelques reprises que justement ils se faisaient évincer. Ils arrivaient chez eux, le propriétaire avait changé comme les verrous de la porte, il ne fait plus rentrer chez eux, puis ils se faisaient juste jeter dehors dans la rue avec tous leurs meubles. Je comprendrai jamais comment un propriétaire peut faire ça à une mère monoparentale avec son enfant. Moi, je trouve ça horrible, mais en même temps, il se faisait pas payer. Bref, c'est des situations très malheureuses. D'ailleurs, au moment des faits où tout l'événement est arrivé, il s'était fait menacer là, par le propriétaire de se faire évincer. Donc, c'était quand même quelque chose qui s'en venait. Mais malgré tout, Léa s'en sortait quand même bien grâce à ses proches qui lui prêtaient de l'argent. En dépit de tout ça, Léa est décrite comme une femme assez responsable, qui prenait bien soin de son fils, qui l'aimait tellement, là, elle donnait tout pour que son fils soit bien. Mais ça, c'est ses proches qui disent ça. On va en reparler un peu plus tard. C'est le 10 septembre 2000 que la vie de Zach et Léa va complètement changer. Faut dire aussi que Léa travaillait normalement de nuit. Fait que comment ils s'arrangeaient, là, c'est pas facile, mais pendant le jour, Zach allait à l'école et quand il partait pour le travail, c'était un voisin qui gardait Zach à la maison ou Zach allait chez le voisin. Et pendant le jour, pendant que Zach était à l'école, justement, Léa en profitait pour comme reprendre son sommeil qu'elle avait manqué la nuit précédente parce qu'elle travaillait. Mais il y avait quand même un moment dans la soirée, là, quand Zach est revenu de l'école, jusqu'à temps que Léa parte travailler, que la mère et son fils pouvaient profiter un peu ensemble. Ils passaient une bonne partie de la soirée ensemble, ils soupaient ensemble, ils regardaient la télévision. Et là, quand Zach allait se coucher, Léa partait pour le travail et le voisin venait garder le petit. Mais la soirée du 10 septembre, Léa était exceptionnellement en congé. Donc, son fils et elle ont passé la soirée à regarder des films ensemble. Et c'est la suite qui va vraiment se corser. Vers 23h, Zach a commencé à s'endormir sur le sofa. Et comme c'était une soirée de congé pour Léa, c'était une soirée un peu spéciale et Zach avait le privilège de dormir dans le grand lit de sa maman. Souvent, les parents font ça quand c'est une soirée spéciale. OK, tu peux dormir dans mon lit, on va dormir ensemble ce soir. Et c'était le cas pour cette soirée-là. Donc, ce que Léa elle a fait, elle a porté son fils dans son propre lit et elle est retournée regarder la télévision. Et Léa, qui elle était habituée à travailler de nuit, elle s'endormait pas tout de suite évidemment, puis elle avait quand même l'habitude de faire ses tâches ménagères la nuit. À 1h du matin, Léa aurait remarqué que la poubelle était pleine, donc encore là dans le rythme est en forme la nuit, là. Elle a sorti un sac de vidange, elle l'a mis apparemment dans sa voiture et ensuite elle est allée le porter au conteneur de déchets et il y a un voisin effectivement qui l'a vu mettre un sac de vidange dans sa voiture pour partir en voiture jusqu'au conteneur de déchets. Apparemment que quand elle est revenue, Zach dormait profondément. Et c'est vraiment là que ça devient un peu weird, là, on va se le dire. Apparemment qu'à 3h du matin, Léa, qui avait beaucoup d'énergie, a décidé d'aller prendre une marche. Et par le fait même, elle aurait laissé son fils seul à la maison qui dormait. Personnellement, j'aurais jamais laissé seul mon fils là, de 8 ans pour aller prendre une marche dehors. Il y avait vraiment personne pour veiller sur le petit Zachary. Mais en même temps, je veux vraiment pas juger. On prend toutes des décisions, des fois pas les meilleures décisions. Puis je suis sûre qu'elle a dû s'en vouloir toute sa vie après ça. Donc Léa est partie prendre une marche et elle n'aurait pas verrouillé la porte d'entrée, ce qui, selon elle, n'est pas anormal parce qu'elle dit qu'elle barrait jamais ses portes. Mais tu sais, il me semble que tu laisses ton fils seul qui dort, au moins tu barres les portes. Bref,
Et là, durant sa marche, elle aurait comme eu envie d'aller se baigner dans la piscine des blocs appartements, là, tu sais, c'était sûrement plusieurs blocs, puis il y avait une piscine au centre. Donc, elle a décidé d'aller se baigner. Donc, encore là, c'est assez louche, tu sais, aller se baigner à 3 heures du matin. Mais, tu sais, on peut comprendre, tu sais, Léa, c'est un oiseau de nuit, elle travaille de nuit, elle a de l'énergie. C'est un des seuls moments où elle peut aller se baigner, I guess. Mais pour ajouter à l'aspect très louche de tout ça, tu sais, elle est allée prendre une marche puis elle est allée se baigner tout de suite après. Fait qu'elle avait pas vraiment de maillot de bain avec elle, j'imagine, à moins qu'elle se soit baignée en vêtements ou nue. Encore là, c'est plein de blocs, appartements avec une piscine au centre, tu te baignes pas nue dans une genre de piscine publique. Puis elle avait pas de serviette non plus. Puis à aucun moment, elle dit qu'elle est rentrée pour se changer. Fait que c'est un peu bizarre, mais on continue. En rentrant à la maison, elle avait froid parce qu'elle venait de se baigner à 3 heures du matin, donc elle est allée prendre une douche pour se réchauffer. Ensuite, elle est allée dans sa chambre à coucher pour se changer et c'est là qu'elle aurait remarqué que son fils n'était plus dans son lit. Elle a regardé partout dans l'appartement, chaque pièce, elle a regardé dehors. Elle est même allée chez le voisin qui avait l'habitude de garder Zachary, mais non. Son fils était nulle part. En panique, c'est à 4h47 du matin qu'elle a décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de son fils. Je vous fais écouter un extrait de l'appel 911. What is your emergency? I can't find my son. I went to the pool and then I came back and I got a good shower and then he wasn't here. Et honnêtement, dans ce cas-ci, dès la première nuit, dès les premiers instants, il y a de grosses recherches qui ont été mises en place. Donc, il y avait des chiens pisteurs sur les lieux qui cherchaient la trace du petit Zachary. Il y avait 60 policiers qui commençaient à faire des battues dans le voisinage. Et dès le lendemain, là, il y a des plus grosses recherches, plus intensives qui se sont poursuivies avec des hélicoptères qui volait au-dessus de la région à la recherche d'un enfant là, disparu. Et cette histoire ressemble drôlement à l'affaire Maddie McCann parce que c'est, encore une fois, un enfant qui est laissé seul à soi-même dans un appartement avec les portes déverrouillées et il disparaît au milieu de la nuit. Puis dans l'affaire de Zachary Bernhardt, comme dans l'affaire de Maddie McCann, au départ, on avait comme la théorie qu'il s'est levé au milieu de la nuit, il était seul, fait qu'il a décidé de sortir de l'appartement, puis il se serait perdu. Donc c'était la théorie dans les premières heures qu'on avait, mais plus le temps avançait, plus on soupçonnait un kidnapping ou même un meurtre. Donc c'est sûr que dans des situations comme ça, les parents, les proches sont souvent les suspects numéro 1 parce que, on va se le dire, plus souvent qu'autrement, c'est les très proches, les membres proches de la famille qui sont les coupables. Donc ici, Léa, c'était nécessairement la suspect numéro 1, surtout avec toute son histoire d'aller se baigner à 4 heures du matin, c'est super louche. Mais, tu sais, sa famille la décrit vraiment comme quelqu'un de responsable, tu sais, qui s'en serait jamais pris à son enfant, là, tu sais, jamais elle aurait pu faire ça. Mais selon l'ex de Léa, lui, il raconte une toute autre histoire. Selon lui, Léa, comme toute femme dans la trentaine, comme plusieurs femmes dans la trentaine, elle aimait ça sortir faire la fête, surtout que, ça fait 8 ans qu'elle a un enfant, qu'elle peut pas vraiment profiter de sa vingtaine, sa trentaine. Fait qu'elle est encore dans un mood qu'elle veut faire la fête, peut-être aux dépens de la sécurité de son enfant. Encore là, ça fait pas du tout d'elle une mauvaise mère parce qu'elle aime faire la fête, là. Mais en même temps, écoutez cette histoire-là, quand Zach avait 3 ans, donc en 1994, Léa, qui vivait à l'époque au Michigan, elle aurait accouché d'une petite fille qu'elle avait eue avec son chum de l'époque. Malheureusement, la relation n'a pas duré avec son chum de l'époque, donc Léa serait retournée vivre en Floride avec ses 2 enfants, donc la petite fille et Zachary. Et selon l'ex-conjoint, justement, qui avait quand même des droits de visite, là, il visitait sa fille assez régulièrement, une fois, Léa lui avait dit « Écoute, j'ai besoin de quelques heures à moi, j'ai besoin de faire quelque chose. » Fait qu'elle aurait laissé ses 2 enfants avec son ex-conjoint. Et sans vraiment l'avertir, elle serait partie plusieurs jours en laissant ses enfants avec son ex. Donc ça peut paraître un peu irresponsable, tu te dis « Ok, garde mes enfants quelques heures. » Finalement, tu pars plusieurs journées sans avertir. Mais d'un autre côté, on peut voir, oui, c'est un peu irresponsable, mais il était en sécurité, il était avec le père de sa fille, il savait qu'il n'était pas en danger.
après cet événement, le père de la fillette aurait demandé la garde complète de sa fille. Il l'aurait obtenue. Et selon ce que j'ai lu, je pense pas que Léa a revu sa fille suite à cet événement. Et dans cette vidéo, j'essaie vraiment d'être dans le non-jugement. Tu sais, un événement malheureux ne fait pas de toi une mauvaise mère, ni encore moins une meurtrière. Mais je veux quand même vous montrer l'envers de la médaille. Puis tu sais, en tant que mère, je suis sûre que plusieurs mères font des erreurs de jugement, des erreurs d'inattention. Puis c'est peut-être le cas ici. Mais bon, c'est ça, je vous montre vraiment l'envers de la médaille, le bon côté de Léa ainsi que les mauvais côtés. Il y a aussi la voisine de Léa qui a carrément arrêté de parler à Léa parce que apparemment que Léa venait toujours chez elle pour lui emprunter son téléphone cellulaire. Fait que je pense que Léa n'avait pas de téléphone cellulaire. Donc elle allait chez la voisine pour lui emprunter son téléphone, pour envoyer des messages textes, en recevoir, puis la voisine était comme juste écœurée. Elle sentait qu'on profitait d'elle. Et cette même voisine ne croit pas du tout en l'histoire que Léa se réalise baigner à 4 heures du matin parce que selon elle, la piscine ferme à 22 heures. Donc c'est super louche. Peut-être en même temps, Léa est allée se baigner clandestinement. Tu sais, t'habites dans le bloc, là, tu peux sauter la clôture puis aller te baigner sans problème. Mais elle croit pas du tout à cette histoire. Quand son fils a disparu, Léa, elle avait l'air de pas mal toutes les mères qui sont dans une situation comme ça. Elle était très, très triste, en détresse à l'appartement. Elle arrêtait pas de pleurer. Elle était incapable de s'asseoir. Elle faisait juste tourner en rond, se poser des questions. Tu sais, elle avait l'air vraiment contrariée, là, puis c'était honnête, là. Ça avait pas l'air d'une mère qui fakeait ses sentiments, disons. L'appartement a été fouillé de fond en comble et il y avait rien qui indiquait qu'un meurtre aurait pris place à cet appartement-là. Il n'y avait pas de signe de violence, pas de signe d'entrée par effraction, pas de traces de sang, rien de tout ça. Mais malgré tout, dès le lendemain, Léa a été amenée au poste de police pour interrogatoire. Clairement, Léa, au poste de police, elle ne va pas bien. Elle est, disons-le, là, en détresse. Elle pleure énormément. Parfois, elle va se remémorer des beaux souvenirs avec Zach. Elle va en parler avec un petit sourire, avec parfois des ricanements quand elle pense à des qualités que son fils avait, à des beaux moments qu'ils ont passés ensemble. Et les policiers trouvent ça quand même louche qu'elle soit capable de ricaner et de sourire. Moi, je trouve pas ça anormal. Tu vis un stress énorme, tu vis des grosses émotions, tu sais pas comment tu vas réagir, toutes tes émotions sont sans dessus-dessous. Ça se peut qu'à un moment, tu ricanes de nervosité, là. Donc, pour revenir à l'histoire qu'elle raconte, donc la nuit qu'elle aurait passée, bien évidemment, les policiers sont un peu sceptiques de sa version des faits. Sans croire nécessairement qu'elle a tué son fils, ils croient qu'elle dit pas toute la vérité. Tu sais, Léa sort quelques minutes. En plus, c'est une soirée exceptionnelle. C'est pas comme si elle avait une routine, mais elle sort quelques minutes à l'extérieur, se promener, se baigner. On doit parler de 1 heure maximum. Et c'est dans cette fenêtre de temps que son fils se fait enlever. Fait que c'est une drôle de coïncidence. Ensuite, on questionne beaucoup son histoire d'être allée se baigner justement à 4 heures du matin. Elle avait pas de maillot de bain, pas de serviette, pas de vêtements pour se changer. Elle répond pas vraiment au questionnement par rapport à ça, puis elle finit par dire qu'elle aime même pas ça se baigner. Et le plus louche dans cette histoire-là, on peut se poser des questions, c'est le fait qu'elle ait sorti un sac de vidange à 1 heure du matin. C'est pas louche qu'elle sorte son sac de vidange à 1 heure du matin. Quelqu'un qui vit de nuit, encore là, va faire ses tâches la nuit. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'elle voulait se débarrasser d'un objet en particulier ou carrément de son fils? Peut-être qu'il y avait un corps dans le sac, là. Si on se pose vraiment des questions puis on élabore. Le conteneur de déchets a été fouillé cette soirée-là, mais assez rapidement, là. Tu sais, c'était la soirée que les policiers cherchaient un peu partout. Dans les premières heures de la disparition, on cherchait pas un corps, on cherchait un petit garçon en vie. Fait que je pense que le conteneur de déchets n'a peut-être pas été fouillé en profondeur. Malgré tous ces doutes envers Léa, elle a pas mal toujours coopéré avec la police, elle a toujours cherché son fils et elle a toujours raconté la même version des faits sans qu'il y ait des petits détails qui changent. C'est toujours la même histoire. Puis quand tu mens, normalement, quand tu racontes une histoire, il y a des petits détails qui vont avoir tendance à changer, la version des faits va changer et dans ce cas-ci, c'est pas ça qui est arrivé. Les policiers se sont ensuite intéressés au père biologique de Zachary qui, honnêtement,
aurait eu un motif de kidnapper son fils. Des kidnappings parentaux, ça existe énormément. Donc ils l'ont retrouvé et apparemment que cet homme ne savait même pas qu'il avait un fils. Et pour prouver là, qu'il savait pas, en fait, il y avait un alibi en plus de ça qui a été vérifié. Fait que c'est sûr qu'il n'y a rien à voir avec l'enlèvement ou la disparition de Zachary. Les enquêteurs ont bien sûr interviewé tous les voisins, ils ont fait du porte-à-porte et ils ont même vérifié tous les pédophiles et délinquants sexuels du coin de la région. Ça n'a rien donné. L'affaire a été pas mal médiatisée, honnêtement. On en parlait partout dans l'État. Tu sais, la disparition du petit Zachary Bernard a été très médiatisée. Elle est quand même connue. Suite à la médiatisation de l'affaire, les policiers ont reçu plusieurs pistes, plusieurs indices, plusieurs appels. Encore là, ça n'a rien donné. Et là, à peu près 1 an après la disparition de Zachary, la police a reçu un appel anonyme qui, honnêtement, c'était comme la première piste tangible dans l'affaire. C'est quelqu'un qui a appelé pour parler d'un certain Kevin Jalbert, de 42 ans, qui habitait dans le même bloc appartement que Zachary et apparemment qui connaissait Zachary et sa mère et qui se vantait d'avoir kidnappé un enfant il n'y a pas très longtemps et que là, il cherchait sa prochaine victime. Donc, la police a vraiment pris ça au sérieux et ils ont décidé de faire suivre un peu ce certain Kevin Jalbert par un policier undercover qui aurait développé des liens d'amitié avec Kevin, des faux liens d'amitié, il est undercover, mais qui se serait lié de confiance avec Kevin. Et Kevin lui aurait fait des confidences assez incroyables là, qui aurait apparemment violé plus de 1000 enfants. Ça n'a comme pas de sens. 1000 enfants et il en aurait tué 5. C'est comme trop incroyable pour que ça soit vrai, là. 1000 enfants, c'est comme énorme, là. C'est où tu trouves 1000 enfants? Je connais même pas 1000 enfants. Là. Mais il disait quand même des affaires super louches. Une fois, il roulait avec le policier, justement, undercover, puis il serait passé devant le bloc appartement où il vivait, puis il aurait juste pointé, puis il aurait dit « Ouais, ici, j'ai déjà kidnappé un enfant. » En juin 2001, on a eu enfin assez de matériel, là, assez de confessions pour pouvoir l'arrêter et pour le questionner si tout ce qu'il dit est bien vrai. Lorsqu'il a été interviewé, il en a vraiment dit beaucoup aux policiers, là. Il s'est ouvert, puis il a dit que, par exemple, il avait tendance à utiliser de l'eau de Javel pour laver l'ADN sur ses victimes, ou l'ADN de ses victimes. Là. Bref, il servait de l'eau de Javel pour ses meurtres. Et effectivement, dans sa voiture, ils ont retrouvé comme une grosse bouteille de chlore ainsi qu'un entonnoir. Aussi, dans sa maison, son ordinateur personnel a été fouillé, analysé, et ils ont retrouvé plusieurs images de pornographie infantile. Fait que c'est clairement un pédophile qui vivait dans le même bloc que Zachary. Et en plus de ça, apparemment qu'il aurait visité un dépotoir, où on jette plein de vidanges, 2 semaines après la disparition du petit Zachary. Le dépotoir a bel et bien été fouillé, mais c'est comme impossible de trouver quelque chose dans un dépotoir. Je pense qu'avec des chiens, je sais même pas si c'est possible. C'est tellement gros, il y a tellement d'odeurs, là. Un corps vieux de plus d'1 an, ça serait difficile à trouver. Mais il a quand même été arrêté pour possession de pornographie juvénile, justement, qu'ils ont retrouvé sur son ordinateur. Il a été aussi arrêté pour d'autres charges, là, puis il est en prison jusqu'en 2038. Là. Mais qu'en est-il de Zachary? Est-ce que ce fameux Kevin Jalbert aurait pu le kidnapper et le tuer? Ben, Kevin, apparemment, qui s'est rétracté par la suite par rapport à la disparition de Zachary. Il a dit que c'était pas lui, qu'il faisait juste blaguer, puis que non, il l'avait pas tué. Puis il y a quand même des détails dans son histoire qui matchent pas trop. Par exemple, quand il a pointé le bloc appartement, il aurait pointé un logement, puis il a dit « Ouais, j'ai déjà kidnappé un enfant dans cet appartement-là. » Ben, c'était pas l'appartement de Zachary du tout, c'était un autre logement. Ça veut rien dire. Tu sais, peut-être qu'il s'est trompé. Mais en même temps aussi, il a raconté que quand il avait kidnappé Zachary, il portait un petit pyjama de Scooby-Doo, puis il avait des sous-vêtements de Mickey Mouse.
Et ça, encore une fois, c'est pas vrai du tout. Il portait pas ça, Zachary, il portait juste un petit boxeur. Finalement, la police a conclu que Kevin Jalbert n'était pas le coupable car son ADN ne matchait pas l'ADN retrouvé dans l'appartement. C'est un peu là que je comprends pas parce que ils ont affirmé qu'il n'y a rien qui avait été trouvé dans l'appartement. Et là, on parle d'ADN. En même temps, c'est une histoire là, qui a été relayée par plusieurs médias. Fait que ça se peut aussi qu'on n'ait pas toute l'information, qu'il y ait de l'information qui soit erronée. Puis ça se peut effectivement que la police ait trouvé de l'ADN, mais ils ne divulguent pas cette information. Ils gardent des informations pour eux, pour pas nuire à l'enquête. Les policiers, lui, ont fait passer un test du polygraphe, apparemment qui aurait échoué. Encore là, ça veut pas tout dire. T'sais, peut-être qui ont encore Kevin Jalbert dans leur mire. Là. Ils le considèrent quand même comme un suspect, mais ils n'ont pas assez de preuves pour l'arrêter. Avant de continuer dans l'affaire, je veux quand même raconter un événement super bizarre qui aurait eu lieu en septembre 1998. Donc, c'était 2 ans avant la disparition de Zachary. Apparemment qu'une soirée, Zachary et sa mère, Léa, étaient seuls à l'appartement et il y a un homme qui serait entré dans l'appartement et qui aurait carrément attaqué Léa devant le petit Zachary. Apparemment que Léa connaissait cet homme, c'était un de ses amis et c'était son boss en même temps, tu sais. Fait qu'il serait rentré, il aurait comme violenté Léa, il aurait déchiré son chandail et Zachary, ben pauvre petit, il a assisté à tout ça, ça doit être complètement traumatisant. D'ailleurs, après ça, Léa aurait porté plainte contre cet homme, puis il y aurait eu comme un restraining order, il ne pouvait plus s'approcher de la famille, il s'est jamais réapproché de la famille, il n'a jamais reparlé à Léa. Ça reste vraiment une histoire folle, ça reste quelqu'un d'intéressant. Sûrement que la police a enquêté sur lui, puis on n'est peut-être pas au courant, mais bon, c'est un événement comme isolé qui a eu lieu à part de la disparition de Zachary. Donc on va continuer, puis vous allez voir, là, l'histoire va vraiment prendre une tournure troublante. Donc, on se transporte au mois d'août 2001 dans la ville de Boulder, au Colorado. Et il y a une petite photo qui est retrouvée dans le stationnement d'un magasin de sport. Honnêtement, je crois pas que c'est nécessaire de vous montrer la photo en ce moment parce qu'elle est super troublante, puis je veux pas contribuer à ce qu'on fasse circuler cette photo-là. Si vous êtes bon en recherche, en fait, t'as même pas besoin d'être bon en recherche. Tu vas sur Google, là, tu vas être vraiment capable de la trouver. Donc, sur la photo, qui est un Polaroid, on voit le corps d'un petit enfant blond qui est couché. Il est peut-être endormi, il est peut-être sans vie, et il est couché dans ce qui semble être de l'herbe. On voit aussi qu'il y a plein d'épines là, dans l'herbe et une grosse roche. Le garçon a les poignets liés par du ruban adhésif. Et à première vue comme ça, ben, c'est difficile de dire s'il est mort ou vivant, mais il est clairement dans un mauvais état. Donc, en voyant cette photo, il y a plusieurs qui ont affirmé que c'était Zachary, mais c'est vraiment difficile de dire ça, là. T'sais, on voit juste comme le dessus de sa tête, on peut pas déterminer si c'est lui ou pas, on voit pas son visage, et même sa famille qui a vu la photo n'est pas capable de dire si c'est Zachary ou pas. Malheureusement, l'enfant sur la photo n'a jamais été identifié encore aujourd'hui. Fait qu'on peut pas savoir si c'est Zachary ou pas, c'est juste qu'on l'a retrouvé dans le temps de sa disparition, fait qu'on a pensé que c'était peut-être lui. Puis ça me fait vraiment penser là, à l'affaire Johnny Gosch avec la photo retrouvée, puis même à l'affaire de Tara Calico aussi, il y a une photo troublante qui a été retrouvée. On dirait que ça rend toute cette histoire encore plus creepy. L'affaire n'est toujours pas terminée parce qu'il y a un autre événement qui va survenir le 31 décembre 2001 dans le même complexe là, de blocs appartements où habitait Zachary. Donc, c'est le Savannah Trace Apartments. Écoutez ça. Donc, on est en plein jour, puis il y a 3 garçons qui jouent dans le parc là, qui est situé dans le complexe de blocs appartements. Donc, les 3 enfants jouent ensemble quand un gros pick-up blanc se serait approché, se serait garé juste à côté des enfants et leur aurait offert d'aller manger de la crème glacée avec lui. Il y a un des enfants de 5 ans dont on ignore le nom, là, c'est pas dit dans les médias, qui se serait approché de la voiture, tu sais, pour parler à l'homme ou pour écouter ce que l'homme lui disait. Et l'homme serait sorti de la voiture, il aurait juste attrapé l'enfant, il l'aurait jeté sur le siège arrière de sa voiture et serait parti en vitesse. Ce qui est vraiment effrayant dans cette histoire-là, c'est que c'était en plein jour, il y avait plusieurs témoins.
c'est comme si, ben, carrément, on est en sécurité nulle part, là. Heureusement, l'histoire finit quand même bien, fait que c'est pour ça aussi qu'on dit pas le nom de l'enfant qui a été kidnappé, mais 10 heures plus tard, l'enfant a été retrouvé en vie dans un container à déchets situé à plus de 120 km de l'endroit où il a été kidnappé. L'enfant aurait quand même vécu l'enfer, là. Il a été conduit pendant plus de 10 heures dans la vanne. En fait, le gars l'aurait embarqué dans sa vanne, il aurait conduit pendant 10 heures, il l'aurait agressé sexuellement, puis il l'aurait juste jeté dans un container à déchets. L'homme qui n'a jamais été retrouvé, il est décrit comme étant un homme blanc avec les cheveux foncés et gras. Puis on ne sait pas s'il y a un lien avec la disparition de Zachary, mais c'est quand même bizarre que un kidnapping ait lieu dans les mêmes blocs appartements où Zachary a disparu à 4 mois d'intervalle. C'est difficile de croire que c'est une simple coïncidence. Ce qui est vraiment triste dans cette histoire-là, c'est que Zachary a disparu le 11 septembre 2000. Et l'année d'après, ben, vous savez ce qui est arrivé, 11 septembre 2001, l'événement tragique, 9/11. Donc ça fait qu'à chaque année, tu sais, dans des cas de disparition d'enfants, on en parle à chaque année. Tu sais, bon, il y a des vigiles qui sont organisés, des nouvelles recherches. Ah, ça fait maintenant 1 an que l'enfant a disparu. Ah, ça fait 10 ans que l'enfant a disparu. On n'en parle jamais parce qu'il est comme éclipsé par les événements du 11 septembre. Fait que l'affaire a été médiatisée à l'époque, mais après ça, beaucoup moins. Ben, en fait, on n'en parle jamais. Donc, pour revenir à la mère, j'ai lu que après la disparition de son fils, elle aurait déménagé et elle aurait même changé de nom pour que les médias arrêtent de la harceler. Selon les enquêteurs, c'est pas mal du jamais vu là, que la mère d'un enfant disparu déménage aussi vite après la disparition de son enfant et change de nom en plus. Normalement, c'est vraiment le contraire, là. Les parents d'enfants disparus vont être même réticents à déménager, jamais changer de nom, au cas où que l'enfant revienne, là. Tu sais, je dis pas que c'est tout le temps ça, mais dans les cas de disparition d'enfants dont j'ai parlé ici, les parents d'enfants disparus ne veulent jamais déménager, même qu'ils vont laisser la lumière allumée sur leur porte patio au cas où que l'enfant revienne. C'est comme quelque chose d'important pour eux. Mais là, changer de nom, tu sais... Bref. Donc, apparemment que cette affaire aurait vraiment divisé toute la famille de Léa Hackett, qui aurait ensuite déménagé à Hawaï et se serait remariée à deux reprises. Ça veut vraiment rien dire, là. Je veux vraiment pas l'accuser, mais comme la moitié de la famille croit qu'elle est 100% innocente et l'autre moitié de la famille croit qu'elle aurait pu s'en prendre à son fils, qu'elle aurait pu être impliquée dans la disparition, ou qu'elle ne dit pas toute la vérité. Peut-être qu'elle n'est pas impliquée dans la disparition, mais peut-être qu'elle n'est pas 100% clean non plus. Et tu sais, on peut pas mettre l'hypothèse de sa culpabilité de côté complètement, parce que c'est vrai que toute l'histoire est très louche. Puis, tu sais, on parle d'1 heure de temps qu'elle était pas à la maison, puis paf, le petit se fait enlever. C'est comme trop une grosse coïncidence. Puis peut-être aussi que Zachary est décédé, mais que c'est un accident, là. Peut-être que... Ben, j'ai lu sur Internet qu'il y en a qui disaient que peut-être qu'elle avait donné des médicaments à son fils pour qu'il dorme et qu'elle puisse sortir faire le party. Puis elle en a trop donné, il est décédé, ça se peut. Peut-être, là, justement, qu'elle l'aurait tué par accident, par erreur, qu'elle l'aurait juste mis dans un sac de vidange, puis elle serait allée le jeter dans le container à déchets. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de sang, il n'y a pas de traces de violence dans l'appartement, parce que si c'est juste endormi à cause d'une surdose de médicaments, ben ça laisse pas vraiment de traces. Et je répète, c'est vraiment une énorme malchance que les quelques minutes où elle est sortie, ben son fils se soit fait kidnapper. Peut-être aussi qu'elle consommait de la drogue, c'est pour ça qu'elle était réveillée, autant réveillée durant la nuit. Peut-être qu'elle est sortie s'acheter de la drogue, puis son fils s'est fait kidnapper durant ce moment-là. Ça se peut aussi, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'elle dit pas, là. Cette histoire me fait vraiment penser à l'affaire de Caylee Anthony, qui est l'une des premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, là. Ça doit être la 3e vidéo. L'histoire est super fascinante, très triste, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à cette affaire-là, qui a été très célèbre aux États-Unis, même que j'aurais envie de refaire la vidéo tellement qu'elle est cringe, là, vu que c'était une de mes premières vidéos. Donc, j'étais passée de 300, là, j'ouvre mon cellulaire, 488, j'étais genre, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Là, paf, là, genre, 12 heures, je me suis rendue à 1000 abonnés grâce à Marie-Hélène qui m'a recommandé. Mais c'est une histoire très semblable, même si ça ressemble un peu à Madeleine McCann, là. Fait que
J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Pensez-vous que c'est Kevin Jalbert, le pédophile? Pensez-vous que c'est la mère? Pensez-vous que c'est un voisin qui l'aurait kidnappé? Peut-être que c'est le même kidnappeur de l'enfant de 5 ans qui s'est fait kidnapper pendant qu'il joue au parc. Bref, il y a plusieurs hypothèses. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sinon, ben, on va se laisser là-dessus cette semaine. C'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la barre de description si vous voulez profiter d'un 50% de rabais sur des items pour améliorer votre sommeil. Et ben sinon, n'oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out.